Parfois on utilise du blanc, parfois du marron, ça dépend de la couleur qu'on fait. Si on fait du rouge, on aura alors une touche de rouge qui donnera au produit plus de variété. S'il y a du cuir, on fait les coupes passe au poste, puis ça part à la couture. Ils cousent les empeignes, donc ils les assemblent. Vous pouvez voir à quel point les coutures sont soignées et belles. On voit ici le tissu en coton blanc qui a été teint. Et ça sera la partie intérieure de la chaussure. Vous n'avez pas à porter de chaussettes. On doit faire chaque trou à la main, puis coudre, ce qui donne une impression et un look artisanal. Et puis à l'arrière, on appose une sorte de touche. On a créé différentes finitions, différentes couleurs et textures. Vous ne pouvez pas acheter ça n'importe où. Vous ne les trouverez que chez Soul Rebels. C'est un produit pour femmes et on les appelle toutous. Vous pouvez voir les détails, les tissus ainsi que les motifs. Et Wonderson est en train d'assembler les chaussures. Il met la semelle intérieure, qui est en caoutchouc. Elle est très très confortable. Voici comment c'est quand c'est assemblé. Comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Elle est donc prête pour une semelle maintenant. Donc, c'est la semelle pour ce produit. Voilà comment on la place. Si je les faisais se toucher, ça n'irait pas parce qu'ils ont déjà appliqué la colle. Ça va être beau. Il se passe beaucoup de choses ici parce qu'on a différents types de personnes qui commandent différents types de produits. Les autres choses que vous voyez font partie du développement. Voilà à quoi ressemble le produit fini. On a des clients fidèles qui achètent tous les 6 mois, tous les 3 mois, différents types de produits et ils les adorent. Quand on gère une entreprise, on fait toujours des erreurs. On prend de mauvaises décisions à certains moments. Et bien sûr, c'est une courbe d'apprentissage. Ces erreurs que j'ai faites sont les moments qui m'ont le plus forgé pour réussir. Ça vous affûte, ça vous prépare à tout et vous faites votre travail correctement. Vous réfléchissez et vous vous demandez si les décisions que vous prenez sont bonnes. Alors que Bethlehem est une figure bien établie, Fraser n'en est qu'à ses débuts. J'ai des amis qui me demandent pourquoi je n'utilise pas un emballage comme ceux que vous voyez dans les supermarchés. Tout d'abord, je me suis dit que ça les rendrait très cher. Et les gens qui utilisent ces briquettes ou du charbon de bois sont principalement des gens qui ne vont jamais au supermarché. On doit proposer ces briquettes aux gens chez qui ça fera une plus grande différence. Vous savez que les principaux utilisateurs se trouvent dans des zones densément peuplées et c'est là qu'on veut apporter ce charbon de bois. Si on utilise un emballage semblable à ceux dans les supermarchés, tout d'abord, on ne l'associera pas au charbon de bois et il faudra peut-être juste augmenter le prix.
C'est ce qui nous empêche de pénétrer ce marché et de faire la différence nécessaire. Le prix des briquettes est notre argument de vente, car elles sont relativement moins chères. Je dirais qu'elles sont 20% moins chères que le charbon de bois normal. Celui en morceaux coûte assez cher. Nos sacs de 50 kg se vendent 60 kwacha, tandis que vous trouverez de petits sacs de 25 kg de charbon de bois traditionnel coûter près de 80 kwacha. Il y a donc une réelle différence, puisque la taille de nos sacs est conséquente. Ils ont donc plus de valeur. On en a plus pour son argent et c'est vraiment là qu'on essaye d'utiliser ça comme argument de vente. J'en utilise depuis que je les ai découvertes. Je les utilise pour le barbecue et cuisiner pour ma famille. C'est moins cher, seulement 60 kwacha le sac, et je les aime parce qu'elles sont écologiques. Le produit de Fraser est destiné au marché local, tandis que Sol Rebels s'adresse aussi bien au marché local qu'international. Tous les détaillants qui voient de nouveaux produits souhaitent les avoir. Amazon s'est donc approché de nous, puis Whole Foods, et puis le marché a commencé à s'ouvrir à nous. Alors il s'agissait de nous développer et d'avoir la capacité de servir tous ces clients qu'on avait, et on l'a fait. Tout d'abord, je regarde les commandes les plus importantes et celles qui doivent être priorisées. Après cela, je regarde et priorise ces commandes. S'il y a des chaussures à envoyer au magasin, je les envoie. J'envoie également toutes les chaussures qui doivent être exportées. On fait différentes choses et on est polyvalent. En quoi leurs produits se distinguent-ils? Ce ne sont pas les chaussures qu'on fabrique. Ce sont des œuvres d'art parce que lorsqu'autant de personnes sont impliquées dans la production, ce n'est pas banal. Et ce que les gens mettent à leurs pieds est une œuvre d'art. On fabrique nos produits sans machine. C'est quelque chose que les gens faisaient à l'époque. Mais nous, on le fait maintenant. On utilise les mêmes méthodes. On vend nos produits à l'international avec la plateforme qui nous est donnée. On a plus de 1500 styles de produits et on va continuer à développer de nouveaux produits, de nouveaux looks, de nouveaux tissus et suivre le marché. Pour les produits locaux en Afrique et en Éthiopie en particulier, il n'y avait pas beaucoup d'attractivité pour produire et les vendre. De plus, on savait que les produits fabriqués à la main et ceux du commerce équitable sont importants sur le marché international. C'est pourquoi on s'ouvre et on cible ces pays pour vendre nos produits.
Pendant les années où j'ai grandi dans mon village natal, on pouvait voir tous ces grands arbres autour de nous. L'industrie du charbon de bois n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui. Donc la croissance de la population a proportionnellement entraîné une demande en charbon de bois en morceaux. De ce fait, la déforestation est très répandue parce que le charbon de bois est en fait très populaire dans la plupart des maisons de ce pays. Cela a créé une demande et exerce une forte pression sur ces arbres. Jusqu'à présent, en termes de défis, il s'agit surtout du côté marketing et de l'adoption du produit. Les gens disent non, je ne peux pas utiliser ce matériau pour cuisiner. Mais après, vous constatez qu'il n'y a aucun danger. C'est une affaire de marketing, les gens nous disent non, peut-être que ces briquettes endommageront mes casseroles quand je cuisinerai. Donc, il existe ces défis. Ça brûle très bien. Ça donne l'énergie dont on a tant besoin. Ici, on a du charbon de bois traditionnel. Ça va, il brûle aussi. Mais je pense qu'il a exactement la même valeur calorifique que l'autre. La question est donc pourquoi n'utilisez-vous pas quelque chose de durable? Pour moi, c'est l'argument. Bien, ça marche. Ce qui montre clairement qu'il existe une alternative, et c'est une alternative parfaite pour les grillades. Vous pouvez goûter, il n'y a pas d'odeur ni d'altération du goût de la viande. Ça ne change pas. Ces beefsteaks ont l'air juteux, n'est-ce pas? On va y goûter tout à l'heure. Il y a une chose que j'ai hâte de voir en Afrique. C'est qu'on passe de ce produit destructif à ce que vous voyez ici, car on fournit à peu près la même valeur. Donc chacun d'entre nous doit participer. Regardez ce barbecue. Le poulet a l'air juteux et ce qu'on utilise ici, ce sont des briquettes de baobab. Je pense que pour les établissements qui proposent des pizzas cuites au feu de bois, l'une des exigences est que s'ils veulent utiliser du charbon de bois, il faut utiliser ces briquettes et non le charbon de bois obtenu en brûlant des arbres. C'est donc très écologique. Voilà donc une des exigences. Si des secteurs comme celui de la restauration rapide les utilisaient, ce serait aussi bien pour nous. Ça mettrait notre produit en avant. Même ces enfants grandissent en réalisant l'importance de protéger les arbres, en veillant à ce que la déforestation et la destruction de nos arbres s'arrêtent un jour. L'accès à l'aéroport est facile maintenant. Pas seulement une route, mais 5 ou 6 le desservent. Avant, pour expédier vos produits, il n'y avait qu'une seule route vers l'aéroport. Si cette route était bloquée pour une raison ou une autre, vous étiez coincé. L'une des choses que je prends comme un défi à mesure que les entreprises grandissent et que les gens changent, c'est qu'il nous faut plus d'écoles et de centres de formation. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes qualifiées. On doit donc former davantage de gens et parfois, on manque de capacité. Il y aura toujours de la place pour s'agrandir et changer certaines choses. Mais ça ne suffira pas parce qu'on est un pays en développement. Mais le changement que je vois, c'est que gérer nos entreprises devient plus facile. C'est ce que j'apprends et ce que je vois.
Donc on investit vraiment dans les gens. C'est très important. Ensuite, on s'assure qu'ils considèrent que c'est leur entreprise parce que ce sont des artisans qui essaient collectivement de faire quelque chose de différent à travers les chaussures. Ça pourrait être de la peinture ou autre chose, mais on crée ce beau produit à partir de rien. Sol Rebels connaît une croissance stable. La forte demande de chaussures artisanales et respectueuses de l'environnement a propulsé Bethléem sur la scène mondiale. Joignez-vous à moi afin que l'Assemblée générale de l'ONU applaudisse chaleureusement notre prochaine intervenante, Bethléem Tilaoun Alemou. Les entreprises locales et les entrepreneurs locaux, particulièrement les entrepreneurs sociaux, comprennent vraiment le fossé entre les problèmes identifiés et leurs solutions. Ils ont la passion, ils ont le pouvoir, ils ont le savoir pour résoudre les problèmes. Quand les gens parlent de Sol Rebels, du succès qu'on a sur le marché et de notre nom en tant que marque, ils donnent l'inspiration à beaucoup de femmes et d'hommes pour créer leur propre entreprise, pour apporter leur contribution et penser à quel genre de problème ils veulent résoudre. Pas besoin de voyager très loin dans différents pays pour apporter des idées. Il suffit juste de regarder ce qui se passe autour de nous. Pour moi, Bethléem est une jeune dirigeante. Elle me surprend parce qu'elle a fait des choses qu'aucune femme, en fait, aucun d'entre nous n'a fait. Par ailleurs, quand vous y pensez, vous voyez qu'elle a créé des opportunités d'emploi pour beaucoup d'entre nous. Ses idées et sa vision sont également une source d'encouragement pour moi. Les gens derrière le produit sont vraiment formidables et ils m'inspirent toujours quand j'y vais et quand je leur parle. S'ils ne travaillaient pas pour l'entreprise, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est donc leur travail acharné, leur engagement et leur passion qui nous ont amenés ici aujourd'hui. Je suis vraiment fier. La raison pour laquelle je suis fier, c'est la réputation de Sol Rebels. Je le vois dans différents médias et sites internet. Chaque fois que je vois Sol Rebels, je me demande qui a fabriqué ces chaussures. Et puis je me rends compte que c'est moi. J'ai aidé à fabriquer ces chaussures. J'en suis vraiment fier. Je travaille en suivant son exemple. J'élève mes enfants et je travaille. Pour Fraser, le succès a un aspect très différent. Il a besoin que les Zambiens adoptent ses idées si le pays veut protéger ce qu'il tient pour acquis depuis trop longtemps. Et il n'est pas le seul dans cette quête. C'est une autonomisation économique rurale. Environ 41 000 ruraux dépendent du charbon de bois pour leurs revenus, alors qu'ils sont environ 45 000 en zone urbaine, sur les marchés et les zones commerciales. Vous avez donc à la fois la partie négative et positive du charbon de bois. Cependant, le gouvernement prévoit une production durable de charbon de bois et vous pouvez obtenir une licence auprès du département des forêts. Et il délivre la licence de production en fonction de la quantité de bois que vous pouvez couper et certaines pratiques qui ont été promues et qui tentent de réduire l'impact du charbon de bois sur l'environnement.
Vous pouvez considérer le charbon de bois comme une énergie renouvelable. Si vous gérez votre matière première, si on peut encourager les agriculteurs à produire ce qu'ils transforment, alors ça peut devenir durable. Comme en Zambie, ça se fait principalement de manière illégale, les gens n'obtiennent pas de licence. Les gens coupent les arbres où bon leur semble et il n'y a aucun contrôle. Notre problème, c'est que le département des forêts a poussé à interdire ce secteur d'activité. Quand on a préparé le charbon de bois à la ferme et qu'on l'apporte à ce point de vente, ça nous aide à gagner de l'argent. Donc ça facilite l'agriculture et ça nous aide à envoyer nos enfants à l'école. Plus largement, ça nous aide à nous prendre en main grâce à cette activité. On gère cette dernière conformément à notre niveau de vie. En ce qui concerne la licence, nous tous, en tant que marchands de charbon de bois, on peut s'organiser pour l'obtenir auprès du département des forêts. Mais en général, on ne le fait pas en raison des dépenses et des frais à payer. Le département des forêts a commencé à nous donner différents types d'arbres à planter dans toutes les zones où on coupe des arbres pour produire notre charbon de bois. L'objectif est qu'on puisse avoir des arbres à l'avenir. En termes d'adoption du produit, c'est très difficile parce qu'il y a cet attachement culturel au charbon de bois. Et je dis toujours aux gens que la valeur du charbon de bois n'est pas dans sa nature intrinsèque, mais dans l'énergie qu'il contient. Donc ce n'est que quand cette offre de valeur sera reconnue que les gens se mettront à utiliser les briquettes. Pour l'instant, en raison de cet attachement traditionnel, c'est un chemin difficile pour amener les gens à l'apprécier. Si on commençait à démontrer aux gens qu'il existe un autre moyen que de couper ces arbres, ça pourrait alors créer un changement de paradigme et provoquer un changement dans la façon dont on mène nos vies. Et donc, si on fait avancer les choses et que les gens commencent à l'apprécier, je crois qu'ils finiront par changer. J'ai fait du charbon de bois traditionnel en morceaux pendant une période de 5 ans. J'ai ensuite arrêté d'en produire en 2017. Les arbres dans la brousse disparaissent. Pendant qu'ils grandiront, nos enfants ne trouveront plus d'arbres parce que notre génération égoïste les aura anéantis. Concernant ces briquettes qu'on produit, on a commencé à petite échelle. Mais on est convaincu que notre entreprise se développera à l'avenir. J'ai pensé à ce que je ferai ensuite. C'est un défi pour moi. Et en soi, ça représente beaucoup de travail. Je vous le dis. Cela va être une expansion pour la production de Soul Rebels. Ce sera une nouvelle unité de production qui pourra embaucher environ 200 à 250 personnes pour fabriquer les produits de Soul Rebels. Et on a hâte de commencer à produire ici. On attend avec impatience que ça arrive, parce qu'on pense pouvoir faire un travail plus diversifié. Donc ici, on pourra en fabriquer jusqu'à 1500 par jour. On a des cours de formation en plus de l'expérience acquise ailleurs. On prévoit donc d'améliorer notre travail, ce qui profite à vous-même et à l'entreprise. J'attends avec impatience le nouveau bâtiment.
C'est presque fini. Et oui, j'ai du mal à croire ce qui se passe. La façon dont je vois la marque Soul Rebels en particulier, c'est que c'était quelque chose de fait avant. C'est le présent et c'est aussi l'avenir. Il a fallu plus de 10 ans pour que Soul Rebels soit viable et fonctionne comme une entreprise. Elle le fera aussi pour la prochaine génération. On a travaillé très dur pour en être là où nous en sommes aujourd'hui. En tant que marque, Soul Rebels existe depuis plus de 12 ans. Le fait est qu'on diversifie les produits Soul Rebels et qu'on a déjà construit une usine pour embaucher 300 personnes supplémentaires. C'est quelque chose que j'ai hâte de faire. On peut débattre si je suis ou non un écologiste. Mais quand on regarde la définition du mot, elle dit que c'est quelqu'un plaidant pour la protection de l'environnement. Dans un sens, je défends la protection de nos arbres. Je veux entrer dans le cadre de cette définition. Je veux vraiment pérenniser cette activité et on pense qu'avec tout ce travail acharné et du soutien, on produira de grandes quantités d'ici 5 ans. Et on emploiera près de 50 personnes. C'est ce qu'on a indiqué dans notre analyse de rentabilisation. On travaille pour la rentabilité, les emplois que l'on crée et bien sûr, pour rendre l'entreprise viable, afin de nous assurer que l'activité puisse durer les années à venir. Vous pouvez former des gens dans les universités et ils seront certainement des gens d'affaires qui pourront avoir des entreprises, diriger des entreprises. Mais voici ma question, seront-ils des entrepreneurs? Et la réponse est non. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Mais vous ne pouvez pas dire aux entrepreneurs quoi faire ou comment prendre une décision. Vous ne pouvez pas dire aux entrepreneurs quand viennent les moments difficiles et les défis. Mais on sait comment y faire face. C'est pourquoi nous sommes des entrepreneurs. Dans leur parcours individuel, ces deux entrepreneurs, Bethlehem et Fraser, ont fait des progrès significatifs, dont l'impact est positif pour l'Afrique.